Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien essentiel. Aujourd'hui, on va parler de politique, politique internationale, politique nationale, remaniement du gouvernement, le discours d'Emmanuel Macron. Et j'ai le plaisir pour ce faire de recevoir l'ex-sénateur Yves Pozzo-di-Borgo. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup de venir sur le plateau de François. Donc, vous avez été sénateur pendant 13 ans. Vous avez fait de nombreux rapports, que ce soit sur les affaires intérieures, sur les affaires extérieures, on va dire surtout sur la Russie et l'Ukraine. Voilà, c'est moi qui suivais ce dossier. J'ai même accompagné le président de la République quand il a négocié les accords de Minsk. Je n'étais pas à la négociation, mais j'étais avec lui. J'ai vraiment été un des observateurs de ce qui s'est passé en Ukraine et en Russie. On a vu monter ce problème-là. Alors, c'est très intéressant de commencer à parler de cela, mais ce n'était pas le sujet dont je voulais parler parce qu'en fait, le mot observateur est très intéressant. Mais en plus, vous êtes quelqu'un qui connaissait bien ces dossiers. Et ce que je tenais à faire en guise d'introduction, c'est Emmanuel Macron a fait hier une grande conférence de presse. Il a répondu pendant 2 heures et quelques un certain nombre d'éléments. Et je voulais avoir votre réaction sur tout ça, en fait. Écoutez, je n'ai pas tout suivi. Ce que je trouve, ces conférences de presse sont trop longues. Je les ai regardées de la nuit, tranquillement. Et ce que j'ai vu, moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète de la part du président de la République, de la façon dont il regarde la réalité, dont il présente la réalité, dont il détourne la réalité. Je vais prendre, disons, 3 exemples. Le premier exemple, c'est, vous savez qu'entre janvier 2023 et novembre 2023, notre dette a augmenté de 192 milliards d'euros, ce qui porte le chiffre à plus de 3 000 milliards de dettes. Ce qui fait que le pays, la France, est le 4e pays le plus endetté du monde. Ce qui fait que, si vous voulez, nous n'avons plus de marge de manœuvre. Nous ne pouvons pas dire que nous allons dépenser. Non, nous n'avons plus de marge de manœuvre. Et le problème pour nous, c'est que nous sommes dans une situation où petit à petit, nous allons dans une logique de faillite et d'appauvrissement. Ce sont d'ailleurs la presse américaine qui récemment a dit ça. Et cette réalité, pas un mot du président de la République là-dessus. Silence. Silence complet. Et ça, alors, comme je n'ai pas tout vu, j'ai bien vérifié ce matin les journaux, j'ai bien vérifié les gens que je connais, ils m'ont dit pas un mot dessus. Ils sont, pour les gens qui sont des spécialistes, qui suivent ce dossier-là, ils disent, mais c'est effarant. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je prends juste un autre exemple. Il se trouvait que, comme j'étais à la commission de défense du Sénat, hier j'étais au Sénat, on avait les vœux du président, puis j'ai vu pas mal de... Mais puis j'avais vu la matinée des anciens militaires qui aiment bien parler avec moi. Ils m'ont dit, j'aurais dit, mais qu'est-ce qui s'est passé au Yémen? Ils m'ont dit, c'est tout simple. Le président de la République, toujours, dit, nous allons accompagner les Américains, puisqu'on est très liés aux Américains, puis en fait, on est servilement liés aux Américains. On va au Yémen. Et l'armée a dit, mais monsieur le président, c'est impossible. Nous n'avons pas les moyens d'y aller. Nous n'avons pas de bateau, nous n'avons pas de drone. Et vous avez entendu ce qu'il a dit hier sur le Yémen? Il avait l'impression de dire que je ne suis pas allé parce que, pour un tas de raisons fictives qu'il a inventées. Mais c'est terrible, ce mensonge-là. Troisième chose, la situation internationale a énormément bougé. Le débat, et moi j'avais raconté souvent qu'à la dernière réunion de l'Union parlementaire mondiale à Dakar en 2017, en avril 2017, j'avais bien vu. Tous les parlements du monde, il y avait cette coupure terrible entre les Occidentaux, c'est-à-dire les Américains et les Européens, et le reste du monde. C'est ce que disait Villepin hier d'ailleurs. Il disait, nous sommes nous les colonisateurs. Qu'étaient les colonisateurs? Ça a été les Anglais, les Français, les Allemands, ça a été l'Europe, après ça a été les Américains. Nous sommes les colonisateurs. Et ce monde-là ne nous supporte plus. Et ça, j'avais senti cette tension très forte à cette grande assemblée générale qui avait duré une semaine entière, et j'avais senti cela. Et là, ce qui se passe à l'heure actuelle, ce n'est pas, comme le dit le président, une guerre entre la Chine et les États-Unis, non. C'est vraiment le reste du monde, c'est-à-dire 87% du monde qui ne supporte plus l'Europe. Et quand le président dit « nous allons avoir une voie indépendante entre les États-Unis et le reste du monde », mais c'est vraiment se moquer du monde. Quand vous pensez, moi j'avais fait un rapport sur les entreprises critiques en 2011, avec même Gérard Larcher comme co-rédacteur avec moi. On s'était rendu compte qu'il y avait vraiment des entreprises que la France protégeait. Maintenant, elles sont toutes pratiquement aux mains des Américains. Mais c'est terrible, cette pression américaine. Vous vous rendez compte que le nombre de parlementaires qui sont passés par les réseaux américains, Atlantique aussi, Fondation Marshall, mais c'est énorme. Vous vous rendez compte que nos 2 ministères importants, regardez bien les décisions qu'ils prennent, le Quai d'Orsay et Bercy, sont sous influence américaine.
On voit bien très... Mais ne parlons pas de la Commission européenne. De plus en plus, on transfère nos pouvoirs à la Commission européenne. Mais regardez la Commission européenne. Madame Van Leyen ou Thierry Breton, ils sont mot à mot la politique de ces Américains. Et alors dire qu'on était indépendant, alors j'accorderais au président une attitude, peut-être une volonté d'être indépendant. Peut-être, on le voit très bien d'ailleurs. Un désir. Un désir. On le voit très bien d'ailleurs dans l'affaire je crois, dans les nominations pour être différentes au Quai d'Orsay, où on a mis un nouveau responsable de la direction politique qui est plus, je veux dire, je trouve beaucoup plus assis sur la réalité des choses. Également dans les services. Il a enlevé la DGSE au Quai d'Orsay, qui était quand même un peu une annexe historique des Américains. Enfin, je suis méchant en disant ça, parce que je vais avoir des procès en diffamation. Mais on est obligé de le constater. Enfin, et plusieurs ministres me l'ont dit. Ils m'ont dit, oui, c'est vrai, on a ce problème-là. Et Macron dit, nous allons avoir une politique indépendante. Non, c'est pas vrai. Il peut peut-être l'arriver, comme d'ailleurs comme lorsqu'il est revenu de Chine une fois en disant, non, c'est pas vrai. Nous sommes complètement dans les mains des Américains, servilement dans les mains des Américains. Regardez aussi la France, les médias. Quels sont les think tanks français qui ont une autre réflexion, qui ne dépendent pas, qui ne soit pas dans l'esprit du narratif autant d'un narratif américain? Peut-être ce Boniface, peut-être le seul qui essaie un petit peu de sortir de cette pression, si vous voulez, que la pensée, que la dialectique et la pensée américaine très puissante nous a imposée. Et je crois que là-dessus, c'est une troisième chose, si vous voulez, qui montre qu'on a l'impression, j'étais un peu inquiet et puis un peu... Avec certitude, on a toujours notre président qui est toujours très sûr de ce qu'il dit, et puis on a l'impression qu'il vit dans un métaverse, qu'il y a plusieurs métaverses, et que ces métaverses, eh bien, il est présent aux Français. Et ce qui m'a surpris surtout, c'est qu'en face, les journalistes, les questions étaient dans le sens de ces métaverses, et qu'elles n'étaient pas des questions beaucoup plus critiques sur les choses. Enfin, de ce que je n'ai vu. Alors, il y a une partie que je n'ai pas vue, donc je ne peux pas considérer que tout a été comme cela, mais ce que j'ai vu, ça m'a inquiété. Alors, une situation inquiétante, 190 et quelques milliards de dettes. Non, 3 000 milliards de dettes, là, depuis 192, jusqu'à novembre. Mais là, ça a remonté, le budget a voté, je crois, presque 200 de plus. Donc, on a dépassé les 3 000 milliards. 3 000 milliards de dettes. J'ai lancé, avec l'association Bon Sens, une pétition au Sénat pour avoir la transparence sur l'usage des fonds publics. Donc, en fait, de votre point de vue, est-ce que, en tant que citoyen, en tant qu'ancien sénateur, vous savez plus que nous ce qu'on a fait avec ces 600 milliards, déjà, supplémentaires. 600 milliards depuis 2020, c'était. Donc, oui. C'est peut-être 800 milliards maintenant. Il y a eu 160 milliards de confinement, puis le reste, on ne sait pas. Ils disent, je crois que, d'abord, l'Ukraine nous coûte cher, et notamment, l'Ukraine nous coûte cher. Dites-moi, demandez au Parlement combien coûte l'engagement de l'Ukraine. Ils ne pourront pas vous répondre. Ce travail n'a pas été fait. Parce que d'abord, il y a l'engagement directement français, et puis en plus, c'est étalé sur plusieurs lignes, et en plus, il y a l'engagement européen. Parce que l'engagement européen en Ukraine, c'est 17% de la France. Personne n'a fait ce calcul. Je crois qu'il y a... Et les 17%, c'est la quote-part de la France. La quote-part de la France à l'Union européenne. Mais personne ne l'a fait. Est-ce que cet argent, on continue... C'est un choix qu'a fait le président de la République. Ce n'est pas un choix qu'a fait le Parlement. Puisque n'oubliez pas qu'au Parlement, toujours l'article 35 n'a toujours pas été appliqué. C'est-à-dire que quand on est en guerre avec un pays, si vous voulez, on fait voter l'article 35. Il n'est toujours pas appliqué. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation d'un flou juridique énorme. On a un casus belli sans être en guerre. On est en guerre sans être en guerre. C'est-à-dire qu'en fait, juridiquement, on n'est pas en guerre. Alors, on est en guerre contre le Covid, voilà, mais... Voilà. Et pourtant, on n'arrête pas de dépenser de l'argent pour l'Ukraine dans une logique de guerre. On est dans une situation, si vous voulez, où la démocratie, on devrait s'interroger là-dessus. Le Parlement ne réagit pas, enfin, ni la présidente de l'Assemblée nationale, ni le président du Sénat devraient interroger le gouvernement. Attendez, on dépense de l'argent, on envoie de l'argent en Ukraine, dans une logique de guerre. Alors faisons voter l'article 35, c'est très simple. En plus, c'est pas entrer. L'article 35, vous savez, c'est simplement le gouvernement qui dit on est en guerre. Au bout de 4 mois, c'est vrai que là, il y a des votes un peu plus importants. Mais c'est terrible. Et moi, je pense que, j'ai pas tous les détails des choses, mais je pense qu'on a dépensé un petit peu voilà. On fait des chèques. Il y a un problème, on fait des chèques. Et des chèques, d'ailleurs, qui ne sont pas des chèques qui peuvent permettre l'investissement. C'est un peu l'idée, alors il faut les retravailler. Alors, là, vous avez fait, l'association là, a fait quelque chose de très bien avec cette pétition, mais je crois qu'il y a un des problèmes aussi structurels. La réforme de 2008 a donné beaucoup plus de compétences au Parlement, c'est-à-dire au Sénat
et à l'Assemblée nationale de contrôler le gouvernement. C'est-à-dire que la mission du Sénat et de l'Assemblée nationale, c'est d'abord de voter des lois, mais c'est aussi le contrôle du gouvernement. Or, ce que j'ai reproché d'ailleurs quand j'étais sénateur, c'est que, je ne sais pas à l'Assemblée nationale, mais je crois que c'est pareil, c'est qu'au Sénat, on n'a pas créé des structures administratives pour accompagner cela. Quand le Sénat fait un rapport sur un sujet, la Commission des finances, c'est des très bons rapports qui sont faits. Le rapport sur la commission Marianne, c'est un très bon rapport. Mais le problème, c'est que la mission du Sénat et la mission de l'Assemblée nationale devraient pouvoir faire un contrôle exhaustif sur l'ensemble des dépenses. Et ce qui n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le rôle de la Cour des comptes, quelque part, ça? Alors, mais le rôle de la Cour des comptes accompagne le travail du Parlement. Ce qui s'est passé d'ailleurs avec Moscovici est complètement fou. La Cour des comptes accompagne le Parlement. J'avais d'ailleurs, moi, à l'époque, lorsqu'il y a eu cette réforme, j'avais proposé en séance qu'on rajoute aux moyens du Parlement, parce que je savais que les moyens du Parlement étaient faibles, qu'on rajoute les inspections ministérielles. Les inspections ministérielles sont des inspections qui sont très puissantes, très fortes, mais qu'on met un peu sous le boisseau. Moi-même, j'étais inspecteur général à l'Éducation nationale, et je me rendais compte de la qualité des rapports, et que ces rapports, en fait, restaient souvent dans les tiroirs des ministères. Et j'avais proposé, je me souviens en séance, que dans le cadre du rôle du Parlement, nous puissions utiliser les inspections générales. Alors, il m'avait été répondu que c'est vrai que la Constitution indique, c'est l'article 47.2, je crois, que c'est la Cour des comptes qui accompagne. Et on m'avait promis à l'époque qu'il y aurait une loi organique qui allait intégrer les inspections sous l'autorité des commissions de l'Assemblée. Ça ne s'est pas fait. Je regrette parce que moi, je pense que la mission du Parlement, sur le contrôle de l'action du gouvernement, doit être une mission exhaustive et pas uniquement coup par coup certains dossiers, qu'ils font très bien. C'est l'objet un peu de cette pétition qui demandait une mission de contrôle comme idée. Voilà. Vous avez parlé à un moment que vous étiez un inspecteur au niveau de l'éducation nationale. Inspecteur général de l'éducation nationale et de la recherche. Et ce qui me permet d'avoir, on m'a traité de complotiste, ce qui m'a permis d'avoir quand même des jugements sur ce qui s'est passé sur le Covid. J'avais quand même des compétences pour le dire. Alors, on a vu donc la semaine dernière un nouveau gouvernement, le gouvernement Attal, un nouveau Premier ministre. Vous avez salué, on va dire, la jeunesse, et donc c'est une bonne chose. Il faut donner la chance aux jeunes, comme on dit souvent. Et de suite, on a commencé par avoir des polémiques. On va en parler de deux, en l'occurrence. Une, c'est la polémique liée au regroupement du ministère des Sports avec l'Éducation nationale. Et on a bien vu les premiers pas de travers de Amélie Oudéa-Castéra, qui bien sûr, a commencé à parler de l'école en tapant, on va dire, quelque part sur l'école publique alors qu'elle met ses enfants dans le privé. Mais parlons d'abord du regroupement. Est-ce que pour vous, mettre les sports sous l'éducation nationale ou avec l'éducation nationale, est-ce que ça a du sens? Alors, d'abord sur le gouvernement, je l'ai dit et je crois qu'on a quand même une image nationale, une image française qui est très affaiblie. Et je crois que d'avoir, je l'ai dit, je le redis, d'avoir un jeune président, un jeune Premier ministre comme ça, qui présente bien, qui parle bien, et qui dit des choses sensées, je crois que c'est un atout. Et je pense que le président Macron a eu raison, même si hier il a voulu dire il dira rien jusqu'au 30 janvier, enfin d'après ce qu'on m'a dit, enfin, c'est un truc de fou. Je trouve que c'est quelque chose de très positif pour le pays. Ceci dit, il a quand même eu des mots très durs pour les non-vaccinés aussi. Oui, alors simplement ce que je dis, c'est vrai que le problème c'est qu'il part avec un handicap, parce qu'il a été 3 fois ministre. Premièrement, ministre porte-parole, et c'est vrai que sur l'affaire de la stratégie vaccinale, dont on se rend compte à l'heure actuelle qu'elle explose, qu'elle montre que c'était vraiment une erreur magistrale, et l'affaire des séparations entre les vaccinés et les non-vaccinés, c'est quelque chose mais qui est fou, enfin pour les libertés. Il a été partial, on va dire. Et que lui, il en a rajouté, alors qu'il savait très bien, quand il disait que la vaccination ça protège, il savait très bien que c'était faux, et pourtant il rajoutait. Et ça, je crois, c'est un des points négatifs qu'il a. Deuxième point négatif aussi, il a été ministre du budget. Donc, il est quand même profondément responsable des 3 000 milliards de dettes. Il était ministre du budget. C'est là où se passent les choses. Et il n'a rien fait pour arrêter ces dépenses folles. Il a accompagné complètement ce que faisait le chef du gouvernement et ce que faisait le président de la République. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose qui est négatif. Une chose qui peut être positive, c'est ses déclarations et sa volonté de changer le ministère de l'Éducation nationale, avec la difficulté qu'il a, c'est que c'est un ministère qui est très lourd. Moi, j'ai été inspecteur général, j'ai fait beaucoup d'inspections partout, enfin, dans les structures, dans les collèges, c'est le ministère le plus lourd en France, on le rappelle. C'est le ministère le plus lourd, mais très efficace. Il ne faut pas oublier que chaque année, il y a des 15-20 millions d'enfants qui rentrent en école sans qu'il se passe pratiquement aucun problème.
un ou deux problèmes comme ça qu'on grossit. Mais c'est une machine qui est extraordinaire. Pendant la guerre, ce ministère a fonctionné tout seul. 39-40, 39-45. Il a fonctionné, il continue à fonctionner. Et c'est une machine qui est extraordinaire, mais qui est comme un grand paquebot. Quand vous voulez changer l'orientation, c'est très lent. Alors c'est vrai qu'on a bien senti qu'il avait une volonté de changer. Il n'est resté que 4 mois. Et les changements d'éducation nationale, si vous voulez, quand on commence à les aborder, eh bien c'est très long. C'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et puis surtout, je crois qu'il y a une chose qu'il ne faut pas négliger, c'est que nous avons quand même je crois, j'ai dit des millions d'enseignants, non, je crois que c'est autant que je me souviens, c'est 800 000 ou 700 000, 200 000. C'est un peu moins d'un million. Mais qui travaillent dans des conditions quelquefois difficiles dans certains quartiers, qui sont des enseignants de qualité, qui se donnent, moi, chaque fois que j'en ai même de l'émotion. Quand j'allais dans un collège, dans un lycée ou dans une école, je voyais l'engagement des enseignants du public. Mais c'est extraordinaire. C'est une qualité qui est extraordinaire. Alors, il y a l'école du privé. Et là, je reviens sur l'affaire de la déclaration de la nouvelle ministre. C'est vrai que Stan est une école fantastique et qui fait honneur à la France. C'est une école privée, autant je sache, bon, même si elle est d'origine catholique, ce sont en fait une société qui s'est créée et qui fait une très belle école. On a aussi dans le public des écoles aussi comme ça, mais qui ont peut-être moins de moyens. Et c'est pas du tout. Et Stan vit des moyens que paient les gens. Et c'est vrai que c'est une très belle école. Mais je crois qu'il y a 2 choses dans cette affaire qui sont pas très bonnes. La première, c'est que si vous voulez, et moi j'ai eu quelques amis qui étaient en province. Et hier, quand j'étais au Sénat, au vœu du Sénat, j'avais des collègues sénateurs de province qui disaient mais c'est un gouvernement sans nous. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour un parlementaire? C'est un gouvernement sans nous. C'est-à-dire que chaque fois que dans la Ve République, lorsqu'on composait un gouvernement, on s'assurait que dans toutes les régions, il y a un ministre et que les régions se sentent représentées au gouvernement. Là, quand vous prenez le gouvernement Macron, pratiquement, enfin moi je suis du 7e arrondissement, je peux donc ne pas trop critiquer, mais ce sont essentiellement des gens d'abord de même milieu, privilégiés, de même quartier, pratiquement les quartiers chics du 7e, ou alors, qui est curieux, ceux qui sont en province, des provinces où les Parisiens ont leur maison de campagne. C'est-à-dire souvent d'ailleurs des élus de Paris qui sont élus dans ces provinces. Je prends l'exemple de Le Maire. Il n'habite pas chez lui dans l'Eure, il habite Paris. Et c'est ça. Et le reste de la France n'est pas représenté. Le reste de la France n'est pas représenté. Et ça, je sens que c'est un très gros problème, si vous voulez, et qui est... Mais vous savez, mes amis parlementaires de province, ou les anciens, quand ils font une remarque, ils disent « c'est pas notre gouvernement ». Donc c'est la distanciation entre les Français, leurs représentants. Et un gouvernement qui est le gouvernement qu'on a toujours critiqué à l'époque, soit la Troisième République, c'était les 200, on disait les 200 familles. Là, c'est même plus 200 familles, on pourrait dire les 200 hauts fonctionnaires. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça. Donc ça revient à Paris et le désert français, quelque part. En gros, c'est Paris et le désert français, alors que le désert français, c'est ce qui fait la force de la France. Deuxième chose, alors là, je parle comme inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, donc j'ai bien connu ce problème. Je crois qu'il y a une chose qui est très importante et simplement, je crois que c'était Bérégovoy qui l'avait fait. C'était quand il avait nommé, je ne veux pas dire de bêtises, c'est bien Bérégovoy qui l'a nommé, en 92, quand il a nommé Jacques Lang ministre de l'Éducation et de la Culture. Et moi, je crois que c'est, plus que le sport, la culture devrait être rattachée à l'éducation nationale. En plus de ça, si vous voulez, pour en revenir à la composition du gouvernement, on a une personnalité, si vous voulez, qui est hors sol. Quand vous pensez que devant la commission à l'Assemblée nationale, elle a dit, mais je gagnais 500 000 euros par an, mais j'étais mal payé par rapport au travail qu'elle fait. Mais quelle humiliation pour ça. Ça, c'est quand elle était à la Fédération française de tennis. D'ailleurs, je ferai juste une remarque. On avait dit que c'était une plus grosse fédération. Mais attendez, moi je ferai quand même une remarque. Ces fédérations qui croulent sur l'argent, celle du rugby, celle du foot, celle du tennis, devraient quand même être un peu plus prudents sur les salaires. Tout ça n'est pas très correct, enfin, sérieusement. Pour organiser 3 matchs sur des terrains avec de beaux playboys, enfin, sérieusement, 500 000 euros par an, je trouve que c'est... Bon, ça c'est juste une remarque que je fais de supporter des matchs de tennis. Mais quand même. Et deuxièmement, si vous voulez, elle ne connaît pas. Elle n'a pas l'expérience. Et c'est pour ça que j'ai fait une interview récemment à une autre radio en disant, dans cet gouvernement, la seule qui représente le peuple, parce que j'ai travaillé avec elle 12 ans,
c'est Rachida Dati. Rachida Dati, pourtant, est élue du 7e arrondissement, donc c'est le quartier du pouvoir. Mais si vous voulez, ce que j'ai vu avec elle, on était ensemble au Conseil de Paris, on était ensemble à la mairie du 7e, donc j'ai vu comment elle travaillait, comment elle abordait les dossiers. Puis quand vous êtes élu de Paris, et quand vous êtes maire d'une commune à Paris, d'un arrondissement à Paris, mais tous les jours vous occupez de l'éducation nationale. D'abord, vous avez la compétence sur les écoles et les collèges. Vous suivez aussi ce qui se passe dans les lycées. Vous vous êtes vraiment complètement impliqué dans ça. Rachida Dati aussi travaillé avec François Bayrou à l'époque à l'éducation nationale. Et puis surtout, je crois que ce qui est important par rapport à ce gouvernement, un petit peu des quartiers privilégiés, enfin des 200 familles, puisqu'on reprend le terme de la Troisième République de France, dans ce gouvernement de 300 familles, dont Madame Oudéa est la représentante la plus caricaturale, si vous voulez. Et c'est pas de sa faute. Elle ne connaît pas tout ce monde-là, elle ne connaît pas le monde de l'enseignement, elle ne connaît pas la qualité des enseignants. On rappelle que le mari, quand même, de oui, Madame en plus, Oudéa son mari est président de Sanofi, ancien président de Sanofi. Donc, bon, je veux dire, c'est un monde privilégié, ça existe. Voilà, tant mieux pour eux, mais ils ne peuvent pas comprendre le problème des Français. Rachida Dati, moi je l'ai perçue, pendant 12 ans j'étais avec elle, et chez elle il y a une empathie pour le peuple. Elle est du peuple, elle vient du peuple, elle a eu une vie difficile, elle a eu vraiment une vie de pauvreté, elle s'est battue comme c'est pas possible de sortir. Mais elle n'a pas perdu ce sens du peuple, elle est le peuple. Je dis ça parce que dans toutes les décisions qu'elle prenait, on sentait qu'il y avait une empathie pour ce qu'on appelle, j'aime pas ce mot-là, enfin les gens simples, ou les gens de tous les jours. J'aime pas ce mot-là, mais c'est la France. Et elle a cette empathie. L'amour, je me souviens, enfin, la politique, c'est aimer les gens. Eh bien, je crois que Rachida Dati, je l'ai vu dans le 7e, c'est pour ça qu'elle est d'ailleurs si populaire, c'est qu'elle aime les gens, elle a l'empathie. Et le problème, comment voulez-vous qu'on mette ministre de l'Éducation nationale, une ministre qui ne connaît pas ça, qui n'affirme pas qu'elle a l'empathie pour tous ces enseignants qui sont souvent dans des situations difficiles, qui ne sont pas aidés financièrement. Elle n'a pas bien commencé, disons, elle n'a pas bien commencé. Et je ne pense pas qu'elle peut continuer comme ça. Moi, d'ailleurs, je n'ai pas de conseil à donner au président Macron, puis il se moque complètement de moi. Mais il ne m'écoute même pas. Mais moi, si j'étais lui, je transférerais l'éducation nationale à Rachida Dati et je lui donnerais les deux compétences. Parce que, si vous voulez, la compétence culture et la compétence éducation nationale, c'est la même. On a besoin d'avoir des enfants qui soient... On sent très bien, d'ailleurs, la régression culturelle dans nos systèmes éducatifs. On a besoin de relancer ça, si vous voulez. Et ça, bon, c'est une idée personnelle que j'ai toujours eue. Je me souviens, j'étais pas encore inspecteur général. Mais ça a déjà existé. Ça a déjà existé avec Jacques Lang. Et Jacques Lang, c'était en 92, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la culture et l'éducation sont plus proches que le sport et la culture. Oh ben, bien sûr. Alors, le sport, évidemment. Le ministère des Sports, si vous voulez, alors, il faut voir, il y a évidemment toutes les fédérations avec tout le travail pour les enfants. C'est important. Mais c'est vrai que, notamment avec les Jeux Olympiques, on a l'impression que le sport, c'est plutôt le ministère des grandes fédérations, enfin, de show-off, de matchs de rugby, des matchs de foot. Du showbiz, quelque part aussi. Presque du showbiz, si vous voulez. Du sport-spectacle. Voilà, sport-spectacle. C'est pas que ça, il ne faut pas croire. Mais c'est pas non plus gênant que le sport soit rattaché à l'éducation. Mais là où c'est gênant, c'est qu'il n'y ait que le sport, qu'il faudrait avoir, que l'autorité devrait être la culture et l'éducation et le sport, enfin, quelque chose qui soit peut-être rattaché au système éducatif, mais pas de cette façon-là. Yves Pozzo-Borgo, une question difficile quand même quand vous parlez donc de Amélie Oudéa, etc., qui s'était présentée devant le Parlement pour parler de son salaire à la fédération, c'était 500 000 €. Rachida Dati, elle aime l'argent aussi quelque part, puisqu'elle a gagné beaucoup d'argent aussi en tant qu'avocate. Oui, je sais, elle est même contestée, mais enfin moi... Donc elle a la culture de l'argent quelque part. La culture de l'argent, mais enfin, je veux dire, le problème, si vous voulez, c'est qu'elle s'est rendue compte que c'était la pauvreté. Et que si vous voulez perdurer à Paris, vous avez besoin d'avoir des moyens. Donc elle est avocate, et donc elle a travaillé comme avocate. Alors là, la justice lui reproche, mais enfin moi, je ne mets pas en cause la justice, mais enfin depuis l'affaire Fillon, ça m'a un peu surpris, si vous voulez, que notamment peut-être par l'Assemblée nationale, mais qu'au Sénat, il n'y ait pas eu une commission d'enquête sur cette affaire. Parce que la justice sur l'affaire Fillon s'est quand même comportée de façon un peu curieuse. Alors il ne s'agit pas de contester le travail que fait la justice, parce qu'il y a des juges qui font bien, enfin il y a beaucoup de juges qui font bien leur travail, et puis c'est quand même une structure qu'il faut respecter, c'est le troisième pouvoir du pays. Mais là, sur ce qui s'est passé avec l'affaire Fillon, moi je regrette que le Sénat n'ait pas eu le courage de faire une commission d'enquête. C'est son rôle. Parce qu'il y a eu quand même
des comportements qui ne correspondent pas à l'esprit de justice qu'on devrait attendre de corps aussi prestigieux que cette justice. Donc une ministre Rachida Dati qui, d'après vous, même si elle a la culture de l'argent, a resté proche du peuple et travaille ses dossiers. Et donc pour vous, ça justifie quand même sa place. Très intelligemment. Moi, on a souvent eu des dossiers, si vous voulez, c'est difficile d'avoir des dossiers, si vous voulez, de logements sociaux dans le 7e, parce que c'est quand même mieux particulier. Elle les a toujours très bien gérés. Très intelligemment. D'ailleurs, elle les a gérés avec intelligence, à l'époque avec Hidalgo et avec Brossard, un communiste, qui avait ce système-là. Elle les a toujours très bien gérés avec eux. Vous voyez, donc il n'y avait pas du tout une tension. Alors en même temps, une tension entre Hidalgo et elle, parce que c'est vrai qu'ils sont concurrents. Mais moi, je me souviens, là, quand j'étais conseiller de Paris avec elle et à la mairie du 7e, il y a eu des dossiers qui étaient vraiment de façon très intelligemment gérés. Je me souviens encore, il y avait un immeuble qui avait été récupéré par la ville de Paris, je ne dis pas l'endroit pour ne pas gêner, ou dans laquelle on allait mettre des jeunes ouvriers qui venaient étudier. C'est vrai que l'entourage un peu bourgeois, Rachida a organisé une série de réunions, et la fusion, mais c'est fait de façon fantastique. Et c'est là où on sent Rachida, venant du peuple, étant le peuple, et il y a cette empathie pour le peuple, si vous voulez, eh bien, pour l'éducation nationale, je crois que ce serait peut-être la mieux. Mais c'est juste mon avis, parce que j'ai été 8 ans inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, et que pendant 12 ans, j'ai travaillé étroitement avec Rachida Dati. C'est juste une idée que je dis comme ça. C'est une idée, et vous avez le droit d'avoir vos opinions. Éric Ciotti a exclu, on va dire, Rachida Dati de sa famille politique, suite à ce qu'on a appelé quasiment une trahison. Mais bon, c'est une autre... Je pense qu'il a fait l'erreur. D'ailleurs, hier au Sénat, quand j'étais au Sénat, les sénateurs LR auraient aimé beaucoup plus de prudence. Je dis ça parce que, bon, en même temps, Ciotti est un Méditerranéen, il a réagi, parce que je comprends que c'était pour lui, c'était pas agréable, hein, une personnalité aussi forte que Rachida Dati qui le quitte, je comprends qu'il y ait cette réaction, mais je pense, enfin, je n'ai pas donné de conseil, puis moi je suis pas républicain, LR, mais je pense qu'il aurait dû être beaucoup plus prudent dans ses décisions, peut-être réunir un bureau politique, parce que Rachida Dati risque de leur amener, après Macron, la ville de Paris au LR, hein. Oui, parce qu'en fait, en 2026, je crois qu'elle veut être la candidate, on va dire, de renaissance du gouvernement. Elle devrait l'être. Une autre interrogation polémique qui s'est passée, c'est le ministère des Affaires étrangères avec la nomination de Stéphane Séjourné, l'ancien compagnon donc de Gabriel Attal, du ministre, qui a eu ses premiers débuts en Ukraine avec, on va dire, aussi quelques faux pas. Alors, quand on voit l'expérience, l'expertise qu'il faut avoir dans la gestion des relations internationales, quand vous voyez ça, avec l'expérience que vous avez, vous pensez que ça améliore l'image de la France ? Non, premièrement, d'abord, je pense que Séjourné est quelqu'un de beaucoup plus puissant qu'on ne le pense. Et que si lui, qui est... N'oubliez pas que c'est l'attaché parlementaire, l'assistant parlementaire de Macron quand il est ministre de l'économie, et c'est lui qui a joué un grand rôle dans le choix des candidats, dans le choix des gouvernements. Il est un des plus proches, je crois, d'après ce que j'ai comme retour, de Macron. Et donc, c'est lui qui est un acteur important du gouvernement. Deuxièmement, il a été au Parlement européen. Il a d'abord pris la présidence du groupe Renaissance, et après, il a pris la présidence du troisième plus grand groupe au Parlement européen, qui est le groupe, je crois, libéral. Et c'est des postes qui sont importants. C'est des postes qui sont importants, c'est des postes où vous avez quand même une vision des affaires internationales qui ne sont pas négligeables. Donc, de dire qu'il n'est pas légitime, je ne crois pas qu'on puisse le dire. Hein. Il a quand même eu cette compétence. Là où je corrigerai mon jugement, c'est vrai que le Parlement européen est une sorte de vivier qui est caricatural, enfin qui vit dans son monde, qui est déconnecté très souvent de l'électorat. C'est un peu ce qu'on reproche au Parlement européen. Enfin, qui connaît son député européen? En plus, maintenant, c'est des listes nationales, mais qui le connaît? Enfin, personne ne les connaît. Et puis, qu'est-ce qu'ils connaissent de la France, souvent? Alors, quand c'est des anciens parlementaires qui connaissent bien, ou des anciens élus, ça va, ils ont encore une image, ils connaissent un peu le terrain. Mais en général, le parlementaire, style Séjourné, qui est élu, ne connaît pas véritablement la France. Et je crois qu'en plus de ça, si vous voulez, le Parlement européen, comme d'ailleurs l'Union européenne, enfin avec Van Leyen et Thierry Breton, enfin, sont servilement les alliés des Américains, plus que les alliés, je dirais, les serviteurs fidèles de la politique de Biden et de l'OTAN en Europe, d'ailleurs, qui pose beaucoup de dégâts. Et donc, il est allé, évidemment, en plus, dans cette ambiance Commission européenne, dans cette ambiance Parlement européen,
Et puis je pense avec l'accord de Macron, bien sûr, c'est Macron qui décide tout, il a voulu marquer le coup en disant « je vais en Ukraine ». Bon. Je ne suis pas sûr que, alors je peux rien dire parce qu'on va encore m'accuser d'être pro-russe, mais je ne suis pas sûr que ce qu'a dit encore hier Macron sur l'Ukraine en disant « il ne faut pas que la Russie gagne la guerre ». La Russie a gagné la guerre. Ben, c'est fait. Malgré le rapport de force, qu'en début de guerre, il ne faut pas oublier, moi je me souviens, j'étais avec Jean-Pierre Raffarin à l'époque, c'était, je crois, en juin ou en mai 2017, on était allé à l'ambassade de Moscou, enfin française, et on avait vu le général qui suivait ça, il nous avait expliqué le rapport de force OTAN-Russie. Pour l'OTAN, c'était 15 pour 1 pour la Russie. C'était, pour certaines parties, 10 pour 1. Donc l'OTAN devait écraser la Russie. Hein, il y avait quand même combien de pays sont dans cette guerre contre la Russie? C'est énorme, on devrait écraser. Sauf qu'on nous avait dit, ils travaillent sur 2 sujets, les missiles antimissiles et puis surtout sur l'hypersonie. L'hypersonie, d'ailleurs, je vous rappelle, qui était une création française avec un grand chercheur qui s'appelle Jean-Pierre Petit, qui était au CNRS, qui a été écarté en 92 du CNRS, et c'est l'hypersonie. Maintenant, les Russes ont des missiles hypersoniques, ils en ont envoyé un seul, qui donne une supériorité extraordinaire, que personne ne peut arrêter. Et on a bien vu en plus de ça... Alors, les Ukrainiens ont dit, je crois, qu'ils en avaient arrêté d'autres avec des missiles patriotes. Bon, là, je maîtrise beaucoup moins les sujets. Voilà, Ce que je sais, c'est que les Américains sont prudents, et c'est le rapport de la Fondation Héritage d'il y a 1 an qui montre bien que les Russes ont... Donc il y a une controverse à ce sujet, voilà. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais je sais qu'on voit très bien la présence des Américains, donc ça veut dire que derrière cette apparente supériorité des Russes, il y a quand même quelque chose qui existe. Alors, et deuxièmement, on voit très bien, enfin, une autre chose aussi qui est fou, c'est que le combat qu'on a engagé contre la Russie au niveau de l'Europe et au niveau de la France, il s'est fait en disant au nom de l'Ukraine. Mais l'Ukraine, c'est 3 parties, c'est en fait 2 parties qui sont pas pro-russes et une partie qui est russe. Quand vous pensez qu'il y a déjà 5 millions de réfugiés ukrainiens en Russie, c'est-à-dire que l'Ukraine, c'est un petit peu comme la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie, la Tchéquie, la Slovaquie, ils ne s'entendaient pas. Quand il y a eu l'éclatement de l'Union soviétique en 89, en 92, la première chose qu'ont fait ces 2 pays, de façon très conviviale, ils se sont séparés. Ce qu'on aurait dû faire. Et d'ailleurs, les accords de Minsk, que le Conseil européen de tous les chefs d'État a signé le 15 février 2015, disait bien qu'on demandait que les régions russes soient non pas séparées de l'Ukraine, c'était une sorte de pis-aller, mais soit un petit peu comme l'était la Catalogne, des régions un peu indépendantes, mais qui restaient dans l'Ukraine. Et les Européens n'ont pas été capables de faire respecter ces accords. Et les Américains ont voulu casser ça, parce que les Américains étaient dans une autre stratégie que les Européens. Et je crois que... un des problèmes, et troisièmement, enfin, je vois très bien quand vous avez Van Leyen qui parle, ou quand même Macron parle en disant au nom des valeurs européennes, des valeurs démocratiques. Mais vous avez vu la corruption en Ukraine? Vous avez vu que la plupart des parlementaires opposants sont en prison ou exilés? Vous avez vu qu'il n'y a plus qu'une chaîne de télévision? Mais comment peut-on parler de valeurs? Vous avez vu que l'Église a été fermée, violentée, les prêtres arrêtés? Mais comment peut-on parler de valeurs européennes sur l'Ukraine? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et sérieusement, je crois que là, on a un mensonge permanent qui réfute la réalité. Et hier encore, quand le président Macron, ça m'a surpris de façon si ferme en disant « il ne faut pas que la Russie gagne la guerre ». Bon, il a peut-être plus d'informations que moi, bien sûr. Mais j'ai des doutes là-dessus. Enfin, moi, j'ai tendance à penser que l'affaire est faite, que les Russes, maintenant, font ce qu'ils veulent et qu'ils n'iront pas plus loin. Quand j'entends encore un journaliste qui a posé la question au président Macron, Ulysse Gosset, qui dit « est-ce que les Russes vont envahir l'Europe ?» Mais les Russes ne sont pas dans cette logique-là. Depuis toujours, depuis 2001 que Poutine est arrivé, il a dit une seule chose. Vous avez étendu l'OTAN, mais surtout ne touchez pas à la Géorgie et à l'Ukraine. Ce sont nos pays. Géorgie, c'était le pays de Staline. L'Ukraine, c'était l'historique de la Russie. Il a simplement mis en garde là-dessus. Il n'est pas allé plus loin. Il n'a pas envie d'envoyer... Enfin, moi, ce que j'ai connu, peut-être que je me trompe, mais dire que la Russie, comme les pays baltes, comme les Polonais le disent, puisse envahir l'Europe, mais c'est d'un ridicule extraordinaire. C'est d'un ridicule extraordinaire. Alors pourtant, il y a quand même d'autres pays. Je crois qu'il y a l'Allemagne, je crois qu'il y a la Suède qui a mis en alerte ces populations en disant qu'il faut qu'ils se préparent à la guerre.
Quand vous entendez ça... Oui. Alors, on voit très bien l'Allemagne. C'est la conséquence de la politique internationale. Moi, je pense surtout dans cette affaire, si vous voulez, c'est que c'est vrai que le fait que Poutine, et on ne peut pas le défendre là-dessus, même si il y a une grande responsabilité des Européens, le fait que Poutine soit là en Ukraine, on ne peut pas le défendre. C'est vrai qu'il a choisi les armes pour régler le problème. Et que ça a créé une tension, une angoisse, et que cette angoisse et cette tension, d'après moi, a été alimentée beaucoup par les Américains qui ont besoin qu'en Europe, si vous voulez, on ait cette tension. Pourquoi les Américains, ils sont gagnants, cette guerre? L'économie américaine fonctionne très bien. Regardez, l'affaire du gaz, c'est Mme Merkel qui avait négocié Nord Stream 2. Moi-même, je me souviens, j'étais avec Mestrallet quand il est allé voir Miller dessus, comme observateur, pas comme acteur, pour négocier les accords. Mais je me souviens, j'étais dans l'avion avec Mestrallet, il m'a dit, oui, je viens de voir le président Hollande, on va dégager 1 milliard de NG pour financer les Nord Stream 2. C'est une très bonne chose, on va avoir du gaz très bien, en quantité beaucoup moins chère. Mais Trump, je me souviens dans le bureau de Juncker, où je présentais un nouveau rapport avec un de mes amis socialistes, et là, la première dépêche de Trump est arrivée, c'est une dépêche Bloomberg qui disait « Nous allons mettre des sanctions contre Nord Stream 2 ». Parce que le problème, c'était que les Américains, qui à l'époque avaient besoin de gaz, avaient d'ailleurs même demandé à Poutine de lui fournir des gaz. Et je me souviens, on m'a raconté l'histoire, c'est Mestrallet qui m'a raconté l'histoire, il m'a dit, c'est dans mon rapport, il m'a dit, un jour, Poutine me demande si je pouvais fournir des bateaux de gaz, de LNG, pour alimenter les Américains qui ont besoin de gaz. Et parce qu'il y a le temps de faire un tuyau, c'était trop tard, le duc, enfin c'était trop tard. Et il avait dit, bien sûr. Et puis 1 an après, il me dit, plus rien. Parce que les Américains, avec le gaz de schiste, étaient vendus non seulement indépendants, mais surtout avec des excès de gaz de schiste. Et donc, ils devaient l'exporter. Et regardez d'ailleurs, dans le Financial Times, retrouvez un peu tous les articles. Vous vous rendez compte que la grande société qui contrôlait un petit peu toute cette production de gaz de schiste américaine, à cause du confinement, allait être en faillite. Et grâce à la guerre, eh bien, elle a retrouvé vie, elle a retrouvé succès, et elle vient de se vendre, de se faire acheter, d'ailleurs, je ne sais plus par qui, par presque 300 milliards. Vous vous rendez bien compte que cette affaire, si vous voulez, les Américains en ont énormément profité. Ils nous revendent du gaz de schiste maintenant, du gaz de schiste que nous, on interdit en Europe, ils nous le revendent à des prix beaucoup plus chers. Ils font une scission de la dépendance vis-à-vis de la Russie. Regardez, ils ont mis 300 milliards pour récupérer nos entreprises. Parce que nos entreprises maintenant, regardez les chiffres de faillite sur nos entreprises. Personne Macron n'a pas parlé hier. Marc Tuati en parle beaucoup. Il y a beaucoup d'économistes qui en parlent, bien sûr. Les chiffres, pas un mot de la part de Macron. Mais tout simplement, c'est parce qu'à cause du coût de l'énergie. Et cette énergie, si vous voulez, ce sont les Américains qui nous demandent beaucoup plus cher. Et les Américains, sachant ça, il y a un budget, je crois que c'est le budget pas cette année, mais l'année dernière, enfin 2022-2023, 300 milliards de dollars qui ont été mis pour accueillir les entreprises européennes. Et personne ne dit rien. Et on dit aux Américains, on continue à les suivre servilement. Mais nous sommes en train... Regardez les articles qu'il y a eu dans le New York Times ailleurs sur l'appauvrissement de l'Europe. Pas un mot de la part du président. Mais c'est quand même quelque chose de terrible. Regardez, enfin, c'est là où on se rend compte qu'il y a une réalité qui existe, et la façon dont le président Macron la cache, propose autre chose, je crois que là, c'est plus qu'un mensonge d'État, c'est un mensonge historique. Enfin, je crois que le refus de voir la réalité de la situation française, de la situation européenne, je crois quelque chose qui va nous coûter très cher dans l'avenir. Alors, on a parlé de l'Ukraine, de l'opération, ce que les Russes ont appelé l'opération spéciale en Ukraine, ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il faut quand même le rappeler. On a vu que donc il y avait cette opération, et en 2022-2023, on a vraiment vu les BRICS prendre énormément d'influence. Alors, est-ce que le jeu géopolitique se joue pas ailleurs que sur l'échiquier de la vieille Europe? Alors, les BRICS, c'est quelque chose qui est depuis longtemps. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, les BRICS, quand ça a été créé, on s'est dit, tiens, c'est le tiers-monde de l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les pays du tiers-monde. Ça a été inventé d'ailleurs par le chief économiste de Goldman Sachs. Voilà. C'était Voilà. Mais en même temps, toucher au dollar, c'est pas simple. Parce que le dollar est quand même une puissance financière énorme. Et le dollar, d'ailleurs, repose beaucoup sur la puissance militaire américaine. La force du dollar, et moi je me souviens quand j'étais sénateur, on avait travaillé avec des économistes qui nous disaient le dollar dépend de plusieurs choses. D'abord, les 800 bases américaines de l'OTAN. Je ne sais pas si vous imaginez. Quand on dit que la Russie est l'agresseur, regardez le nombre de bases de l'OTAN qu'il y a autour de la Russie. 800 bases au total dans le monde. Je crois que la Chine en a une à l'extérieur et la Russie, 3 je crois, et la Russie en a une. Si la Russie avait fait la même chose, je pense qu'on en aurait eu partout dans les journaux. Deuxièmement,
un des éléments importants, c'était les 11 porte-avions de la marine américaine, qui est importante. Et troisième élément qui confortait le dollar, ça permettait, avec les porte-avions, d'aller dans toutes les mers du monde. Avec l'hypersonique, ça a un peu changé ça. Et troisième élément, il y avait, je crois, 75 accords de défense entre les États-Unis et 75 pays. Et les économistes avec qui on a travaillé nous avaient dit qu'il suffirait que 15 ou 20 pays cassent les accords de défense, le dollar s'écroule. C'est d'ailleurs pour ça que quand Bush est arrivé, il est allé d'abord voir la défense. Il a dit l'OTAN, qu'est-ce qu'on en fait? Je passe du fils. Alors, mieux du soleil, ça ne sert pas à grand-chose. Puis après, il est allé voir le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, qui dit si vous cassez l'OTAN, vous cassez le dollar, vous cassez beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on maintient l'OTAN. Et c'est pour ça que l'OTAN, si vous voulez, s'étend. C'est pour différentes raisons, parce que l'Amérique a besoin, qui est une puissance, c'est la seule puissance mondiale pour le moment, maintenant c'est un peu fini. Et là, je crois surtout qu'il est engagé un combat. Alors, c'est pas gagné, parce qu'il ne faut pas croire que le dollar est mort. Hein. Je vois par exemple en Arabie Saoudite, ils n'utilisent plus le dollar pour payer Il y a eu une énorme baisse du dollar dans les échanges, puisqu'on était à 85%. C'est l'euro surtout qui a énormément baissé. Ouais. L'euro avec ses sanctions stupides, vraiment, mais j'ai jamais vu ça. Enfin, déjà, on avait l'expérience, je me souviens, des sanctions qu'on avait mis contre l'affaire de Crimée en 2014. Ça nous avait coûté énormément. On était passé de 600 milliards d'échanges entre la Russie et l'Union européenne, on était passé à 200 milliards. Et d'ailleurs, au Sénat, moi, j'avais fait voter, à la demande du président Larcher, une résolution pour la diminution des sanctions. Pour vous dire à quel point les parlementaires étaient conscients de la stupidité de ces sanctions que l'on faisait à l'égard de la Russie, j'avais obtenu 303 voix, 303 sénateurs avaient voté pour qu'on diminue les sanctions, contre 16 qui étaient contre. 303. C'est-à-dire qu'on avait l'expérience. On savait très bien que mettre des sanctions contre la Russie, ça se retourne contre nous. Et là, on en a mis. Quand vous pensez que le pays qui a eu le plus de sanctions, c'est l'Iran, je crois, 5000. Et là, quand vous pensez qu'en Russie, il y a actuellement 19 000 sanctions, mais ces sanctions, ça se retourne contre l'Europe. Et pourtant, Bruno Le Maire avait dit qu'on voulait mettre l'économie russe à genoux. Donc encore, c'est quelque chose qui est hors sol. Écoutez, c'est pas ça. Le problème, c'est toujours le même problème de ce gouvernement. Bruno Le Maire, moi je l'ai connu quand il était ministre des Affaires européennes et autres. Il ne connaît rien en économie. Il a Bercy qui lui dit ce qu'il faut dire. Et donc il sort. Il est très bon en communication. C'est d'ailleurs pour ça qu'il apparaît comme un des meilleurs ministres. Mais en économie, il ne connaît rien. Enfin, excusez-moi, ministre de l'économie, il ne connaît rien. C'est un littéraire. Et dire ces bêtises-là, mais ça correspond à ce qu'il est. Il est hors sol. Et je ne suis pas persuadé qu'il ne soit pas toujours hors sol. Quand il nous sort récemment, qu'on rentrait dans les 30 glorieux, je crois que c'était en septembre, et puis quand tous les économistes disaient, vous allez voir, le quatrième trimestre va être terrible, c'est ce qui se passe. Vous avez vu un petit peu les chiffres. Je crois que c'est un des problèmes de ce gouvernement. Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de communication. Le maire est un très bon en communication, c'est pour ça d'ailleurs qu'il apparaît comme un des meilleurs ministres, mais je ne suis pas sûr qu'en la réalité des choses, si vous voulez, certains de ces ministres soient au niveau des compétences qu'ils devraient avoir pour les fonctions qu'ils occupent. Alors Yves Pozzoly-Bourgault, on ne peut pas finir un entretien comme ça de géopolitique un peu nationale et internationale sans parler de la situation israélo-palestinienne. Alors, il y a une information importante, il y a l'Afrique du Sud qui a attaqué devant la Cour internationale de justice les États-Unis et les USA. Donc l'Afrique du Sud fait partie des BRICS. Et les BRICS qui viennent attaquer deux vieilles économies, on va dire les vieilles économies anglo-saxonnes. Quand vous voyez ça, vous réagissez comment ? Alors d'abord, je vous dirais une chose. Souvent le soir, comme je ne dors pas très, très tôt, je regarde la chaîne Histoire. Et il y a énormément de films, enfin d'histoires sur la guerre la guerre d'Allemagne, sur la montée du nazisme, sur la façon dont les Juifs ont été persécutés. Et je vous assure que c'est extraordinaire. Comment l'Europe a pu faire ça ? Comment l'Europe a pu faire ce genre de choses ? Comment un pays européen a pu faire ça ? Mais comment on a pu laisser faire ça ? Comment nous, en France, on a participé à faire ça ? C'était quand même les gendarmes français qui étaient à Drancy. Qui raquetaient d'ailleurs les pauvres prisonniers. Enfin, il faut savoir que c'est quand même la structure française, c'est quand même l'État français qui accompagnait la lutte contre les Juifs. Et que le fait que les Juifs aient créé Israël, moi je me dis, mais c'est intouchable. Nous devons nous tuer pour cela, pour défendre Israël. Sauf que quand vous voyez la façon dont l'extrême droite israélienne, Thomas Netanyahou, qui a toujours contesté les accords d'Oslo, qui a toujours voulu faire une grande Israël avec Gaza, et il veut sortir les gazoïs de Gaza,
et surtout à ce qui se passe, enfin, les informations qu'on a, où il y a vraiment, je trouve que là, c'est excessif. Et je regrette d'ailleurs, hier, j'étais au Sénat, le président du Sénat a rappelé à juste titre qu'il y avait des otages français, et qu'il fallait quand même qu'on soit beaucoup plus combatif pour ça, qu'il fallait défendre Israël, et là, personne ne peut être contre, mais pas un mot sur les excès, notamment des troupes israéliennes à Gaza. Alors, ça, ce qui se passe. Et le fait que, d'après moi, et on en parlait tout à l'heure, le fait que l'Afrique du Sud, très intelligemment, attaque les USA et Israël indirectement, enfin Israël et les USA indirectement sur cette affaire de Gaza, c'est en fait déjà le premier combat entre les BRICS et les Occidentaux. Et je crois que, alors là, c'est là où Macron a peut-être eu raison un petit peu d'être un peu moins combatif pour Israël et puis faire allusion à ce qui se passe à Gaza. C'est là où je peux penser. Parce que certains appellent un génocide, hein, quand même. Le terme, il faut le réutiliser, ce terme. Moi, je ne sais pas le terme parce que je ne connais pas, mais quand on voit certaines choses, on peut se dire que c'est possible un génocide. Parce que c'est vrai que quand on voit des images, il faut toujours se méfier des images, parce qu'elles sont toujours manipulées, mais on sent quand même qu'il se passe quelque chose qui était Il devrait y avoir au moins une mission internationale qui permette d'étudier et d'évaluer, on va dire. Bien sûr, mais c'est vrai. Et en même temps, c'est là où on voit encore que Macron s'est trompé. Il n'y a pas un combat entre les USA et la Chine. Il y a un combat entre les BRICS, et l'Afrique du Sud est un des 5 fondateurs des BRICS, et les USA et les Européens. Mais c'est là où Macron, si vous voulez, le président Macron, d'après moi, corrige la réalité pour que ça lui convienne. Non, ce n'est pas un combat entre la Chine et les États. Non, c'est un combat de 80% du monde contre les Occidentaux qui, pendant des siècles, ont en fait utilisé ces pays-là. On les a colonisés. Je crois que c'est ça. Et ça, Villepin l'a redit il y a 2 jours, et moi, je l'ai bien senti dans ces réunions que j'avais, l'Union parlementaire mondiale. Il y avait une sorte de rancœur contre nous, les Européens, nous, les Américains, qui avons toujours colonisé ces pays-là. Qu'est-ce qu'on allait faire au Vietnam, les Français? Qu'est-ce qu'on allait faire, les Américains, dans les mers asiatiques? Quand les Japonais ont réagi contre les Américains, ils disaient l'Asie aux Asiatiques, ils n'ont pas tort. Qu'est-ce que vont faire les Américains maintenant avec le Japon, faire une sorte d'armée pour attaquer la Chine dans la mer Asiatique? Mais chaque continent, c'était un peu la doctrine Monroe. La doctrine Monroe disait, nous les Américains restons en Amérique, hein, l'Amérique latine, l'Amérique, c'est ça. Mais ils n'ont pas respecté cette doctrine-là. Hein, mais par contre, ils ont bien défendu, personne ne les allait attaquer. Non. Mais les autres continents ont également besoin de ça. Les autres continents, il peut y avoir des coopérations. Mais que vont faire les Occidentaux? Qu'ont aller faire les Français, les Anglais en Inde, qui ont été colonisés en Inde? Qu'est-ce qu'ont fait les Anglais et les Français quand ils ont cassé l'Empire chinois au XVIe siècle, parce que c'était le plus grand empire du monde? Mais vous vous rendez compte à quel point ces pays-là, nos pays européens, les valeurs européennes, en fait, on a été des pays colonisateurs. Et puis quand on a envoyé tous ces Européens en Amérique, sur quoi s'est bâtie l'Amérique? Sur un génocide. Le génocide des Indiens. Mais c'est terrible ce qui s'est passé. On voyait, alors nous on est tous marqués par les westerns. Hein, il y avait le mauvais Indien et puis le cow-boy. Mais derrière tout ça, c'est un peuple énorme qui a été massacré. J'ai fait un édito il n'y a pas longtemps sur Sitting Bull pour justement saluer tout cet élément-là. Un autre point quand même dont on est, à mon avis, obligé de parler, donc pour finir sur cette influence de l'Afrique du Sud au niveau des BRICS et de ce procès qui est, comme vous le rappelez, une énième, on va dire, digression avec la réalité du président. En 2024, il va y avoir des élections dans ce pays, les États-Unis. On n'en a pas parlé. C'est quand même quelque chose d'hyper important. Alors en 2020, on a vu qu'il y avait eu beaucoup d'accusations contre Trump, des accusations de fraude. En 2016, on a accusé Trump d'avoir une collusion avec la Russie, avec le Russiagate. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois, toutes ces histoires étaient inverses. Donc le Russiagate était quelque part inventé par l'autre partie. En 2020, on n'a pas réussi à montrer les fraudes on va dire complètement, il y a quelques suspicions encore dans certains endroits. Donc le jeu aujourd'hui qui va se jouer aux États-Unis, d'après vous, c'est quoi? Et est-ce qu'on choisit les bons alliés? D'abord, sur la fraude électorale, moi j'étais membre de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, et en 2012, vous savez, on envoie, parce que les USA étaient membres de l'OSCE, donc on envoie des observations électorales dans tous les pays, que ce soit le Kazakhstan, que ce soit la Russie, que ce soit les USA. Et en 2012, on avait envoyé une mission très importante de parlementaires aux USA. Et qui était revenu effaré.
de voir que dans certains États, vous pouvez voter avec un simple mail, sans vérification d'identité, mais dans aucun des pays que l'on observait, on avait observé cette telle dégradation du vote. Mais des choses impossibles. C'était en 2012. Vous questionniez déjà l'authenticité en fait, des résultats des élections. Et les parlementaires sont revenus. Et nous avons eu, parce qu'à l'époque, l'administration de l'OSCE était dirigée par les Américains. Et pendant presque 2 ans, nous avons eu un combat très fort entre l'administration américaine de l'OSCE et l'Assemblée parlementaire de l'OSCE et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, parce qu'on utilisait la même structure pour faire observer les élections. Et on a réussi à faire un rapport édulcoré. Mais en réalité, c'était ce qu'on a connu en 2020. Une fraude énorme dans certains États, que la presse française n'a pas voulu reconnaître, qui est en train petit à petit de sortir. Et le risque d'ailleurs, actuellement, on le voit très bien, encore les dernières... dans le Iowa, enfin c'est ça l'État de Iowa, il y a la victoire fantastique, avant-hier, la victoire fantastique de Trump, qui est en train actuellement, qui apparaît comme vraiment le candidat incontournable qui va gagner. Mais il y a encore un risque de fraude. Parce que de beaucoup d'États américains qui sont indépendants pour gérer le truc, on n'a pas changé le système de vote. Et ces ballots qui arrivaient, mais je vous assure que c'est quelque chose d'extraordinaire. La tricherie qu'il y a eu en 2020, mais quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Et d'ailleurs, souvenez-vous, Biden, qui a quand même des problèmes, non seulement d'expression, un jour l'avait dit, rappelez-vous, et personne n'a repris en France. Nous avons mis en point un système extraordinaire de fraude pour les élections. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, il avait dit lui-même. Tout à fait. Et là, je pense que ce qui va se passer, c'est que Trump est tellement caricaturé en France, en Occident, mais de façon caricaturale, les gens ne savent pas. Mais quand vous prenez la guerre, quand vous prenez les Amériques, les États-Unis, c'était ce qu'avait dit Eisenhower. Eisenhower, après son 2e mandat, écrit à tous les Américains. Il a dit, si nous n'arrivons pas à limiter la puissance du complexe militaro-industriel, je vous rappelle d'ailleurs que sur les 1500 milliards du budget américain, c'est 892 milliards pour l'armée actuellement. Truc de fou. La moitié. La moitié, plus que la moitié même. Eisenhower disait, mais si nous n'arrivons pas à inverser le pouvoir de la complexe militaro-industriel, nous serons en guerre tout le temps. Et c'est ce qui s'est passé. Depuis 1945, les États-Unis ont toujours été à guerre avec un pays, le Vietnam, la Corée, Et le seul président qui n'a pas fait de guerre, c'était Trump pendant les 4 ans de son mandat. Obama, c'est terrible. Clinton, c'est terrible. Le seul qui n'a pas fait de guerre, c'est Trump. Mais ça, en France, en Europe, Trump, c'est un fou. Les images négatives de Trump est caricaturale. Moi, je pense que si Trump arrive, d'abord, premièrement, je ne suis pas sûr que s'il y avait eu Trump, on aurait eu la guerre en Ukraine. Ça, il le dit de façon un peu caricaturale, en disant j'arrête ça. C'est facile de refaire le match. Voilà, c'est un peu le côté un peu show-off de Trump. Mais je crois que oui. Je crois que c'est quelqu'un qui a essayé d'atténuer toutes les sanctions, tout en défendant les États-Unis. Moi, je me souviens encore, quand j'étais dans le bureau de Juncker, quand il y a eu cette dépêche, de mettre des sanctions sur Nord Stream 2. Parce qu'il America First. American First, voilà. Ouais. Mais je pense que si la tricherie, j'espère qu'ils arriveront à rencontrer, mais dans certains États, c'est difficile. Des États démocrates, vous savez, c'est toute l'infrastructure administrative de l'État qui triche, hein, et c'est ce qui s'est passé. Et le candidat Kennedy, pour vous? Alors, j'aime beaucoup le candidat Kennedy. D'abord, il dit beaucoup de vérité, mais j'ai tendance à penser qu'il n'a pas encore proposé de vision pour le pays. Autant son oncle était, d'ailleurs De Gaulle disait ça, hein, son oncle était extraordinaire parce que De Gaulle disait de Kennedy, c'est le seul Américain qui a une vision mondiale. Rappelez-vous, je crois que j'ai relu ça récemment, que son oncle avait une vision mondiale. Est-ce que lui a une vision mondiale? Je ne lis pas tout ce qu'il fait, mais j'essaie de le suivre parce qu'il me plaît beaucoup. Mais pour le moment, il est plus dans l'analyse de ce qui s'est passé sur la stratégie vaccinale, dans l'analyse de ce qui s'est passé, dans l'analyse plutôt des rapports de force, le mélange entre mafia, CIA, tout ça, il le dit. Il est énormément contre la corruption, on va dire, pour rendre l'Amérique aux Américains. Rendre l'Amérique aux Américains et casser un petit peu ces grands ensembles. Enfin, quand vous pensez que BlackRock, tout ça, mais c'est contraire au droit américain. Les droits américains ne s'appliquent pas parce que ces grandes puissances... Donc vous invitez quelque part les Français à mieux se renseigner sur ces deux personnes que ce qu'on leur dit dans les médias. Bien sûr, le problème, je demanderais surtout que les médias essaient de faire un effort d'objectivité pour présenter les choses. Je pense qu'on a un problème des médias, on a un problème.
des fois, ça me désespère de voir. Parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour les journalistes. C'est un métier qui n'est pas facile, surtout maintenant, enfin, vous le savez. Beaucoup de journalistes actuellement, c'est plus les grands journalistes de l'époque, étaient choyés, payés, bien payés, en dehors de quelques-uns qui sont très bien payés. Mais le métier de journaliste, c'est difficile. Ils n'ont pas des salaires énormes. Ils sont très dépendants des rédactions. Ils n'ont pas leur liberté complète, on le voit, c'est terrible. Et donc, j'ai beaucoup de respect pour les journalistes, mais je me demande, je pense que alors peut-être n'ont-ils pas les moyens de faire leur travail, mais je pense que, si vous voulez, il faut vraiment qu'ils aillent sur place, qu'ils travaillent plus les dossiers, qu'ils ne soient pas uniquement dépendants des dépêches AFP. Alors, il y a le bon journaliste aussi à l'AFP, même s'il y a des fois des dépêches qui sont caricaturales, mais il y a aussi l'AFP, quand même, c'est une grande structure, très belle structure, avec de très grands journalistes. Mais c'est eux qui, en fait, donnent le ton pratiquement à toute la presse française, vous le savez. Tout à fait. Écoutez, Yves Pozzo di Borgo, merci beaucoup pour ce long entretien donc, sur lequel on a évoqué la communication extra large de président Macron hier, le rôle des divers ministres, l'Ukraine, les élections américaines. Vous avez pu vous exprimer d'une manière assez pondérée, parfois en désaccord avec, on va dire, le gouvernement, même souvent en désaccord avec le gouvernement. Je trouve que c'est toujours très intéressant d'avoir votre point de vue parce que ça donne aux lecteurs, aux auditeurs la possibilité d'entendre un autre discours que ce qu'on peut entendre sur les médias mainstream et j'insiste sur les élections américaines, sur le rôle en Ukraine. C'est très important qu'on continue à s'informer de manière à ce qu'on puisse se faire une opinion qui soit légèrement différente et peut-être avoir un esprit critique qui est différent de ce qu'on veut nous imposer et de la réalité ou de l'infofiction, de l'info qui est, on va dire, déconnectée de la réalité dont vous parlez quand vous parlez du président Macron. Merci, puis merci à François parce que vous faites un travail extraordinaire qui est critiqué, qui est caricaturé, qui est extraordinaire. Quand je pense, je passais ma vie à lire les journaux, je continue à le faire. Quand je pense au travail que vous avez fait, que vous faites, le nombre d'experts que vous récupérez, je vous assure, je ne crois pas, moi-même d'ailleurs été directeur d'une revue pendant 12 ans, je n'ai pas vu un seul journal comme le vôtre qui soit aussi exhaustif sur les sujets, sur le choix des experts. Et je trouve que la façon dont vous étiez attaqué, peut-être un peu moins maintenant, est quand même pas saine pour la démocratie. Vous êtes vraiment, je crois, une lueur pour le pays. Je le dis, je le ressens comme ça. Et bravo pour tout ce travail, c'est pas simple pour vous, pour votre équipe, mais bravo pour tout ça. Merci beaucoup Yves Pozzo di Borgo pour ces bons mots. Je pense que ça fera énormément plaisir à l'équipe. Je pense qu'aussi il faut dire merci aux lecteurs, à tous nos soutiens, parce que c'est aussi grâce à eux qu'on est là. C'est pas que grâce aux experts. J'avais écrit dans un des manifestes, les experts c'est vous et ce n'est pas les journalistes. Et je pense que c'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce qu'on essaye de vivre. Donc merci à vous tous de nous suivre. C'est toujours un plaisir de recevoir des personnes qui ont l'expérience et la connaissance du sénateur Yves Pozzo di Borgo. Soyez nombreux, n'hésitez pas à venir parler. Il ne faut pas avoir peur de venir parler sur François. On n'a pas de tropisme d'extrême droite ou antisémite comme on a pu nous accuser. C'est justement, il faut dépasser toutes ces frontières et c'est grâce à vous, grâce aux donateurs. Donc continuez à nous soutenir et on pourra continuer à faire notre métier indépendamment de toute influence externe parce que c'est le vrai travail du journaliste, c'est d'être indépendant. Merci à tous. Merci. Et à très bientôt. Merci.